Il était une fois le leader, le coach et le leader coach. Dans les organisations, les dirigeants, les managers et les consultants sont bien là. Ils dirigent, ils structurent, conseillent, transforment. Le coaching, lui, reste souvent à la marge. Présent comme métier, parfois reconnu, parfois décrié, mais rarement intégré au cœur des fonctions de direction, de management ou de conseil. Et pourtant, le coaching n'est pas seulement un métier, c'est avant tout une compétence. Une compétence relationnelle, stratégique et humaine, que l'on peut combiner à une fonction existante ou à d'autres expertises. C'est à partir de ce constat que ce cours a été conçu. Nous reviendrons d'abord sur ce que sont réellement un coach, un leader et leurs postures respectives, puis nous explorerons comment les compétences du coaching peuvent s'intégrer à des rôles déjà existants pour faire émerger de nouvelles figures professionnelles. Le leader coach, le manager coach et le consultant coach. Autrement dit, comment un dirigeant, un manager ou un consultant peut se former au coaching et transformer son impact, son charisme et sa manière d'accompagner les autres. Alors bonjour, je suis Arnaud Laroche. Bienvenue sur la voie du coaching et du leadership, votre école ouverte, gratuite, immersive et collaborative. Ce cours est le premier cours du cursus de formation La voie du coaching et du leadership, dont la mission est de former des leaders coachs, des managers coachs, des consultants coachs, mais aussi des coachs souhaitant se former sur de nouveaux outils, de futurs coachs qui voudraient en faire leur métier, ou tout simplement toute personne se passionnant pour le sujet. Vous pouvez consommer ce cours à la carte, il est autoporteur, ou choisir de suivre le cursus complet pour aller plus loin. Et si ce projet vous parle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Il y a quelques années, c'était la grande mode du coaching. On voyait des coachs partout. Coach sportif, coach professionnel, coach de vie, coach déco, coach en séduction, coach en rangement. Certains étaient formés, expérimentés, sérieux, et d'autres beaucoup moins. La profession n'est pas réglementée, on trouve vraiment de tout. Comme on le dit familièrement, malheureusement, il y a à boire et à manger. Et cela a fait beaucoup de tort au coaching. Cela nous amène naturellement à nous poser la question, mais qu'est-ce qu'un coach au fond? Alors, prenez une seconde pour vous poser la question. Quelle image vous vient spontanément? De nos jours, dans l'inconscient collectif, le mot coach évoque généralement le sport. Alors, est-ce que c'est votre cas? Nous en reparlerons, nous y reviendrons. Pour commencer, je vous propose de revenir à l'origine de ce mot. Coach vient du mot anglais. Lui-même dérivé du hongrois kocsi, qui signifiait le véhicule de Cox. Un moyen de transporter quelqu'un d'un point A à un point B. En français, le mot coche désignait aussi une voiture tirée par des chevaux, servant lui aussi au transport de personnes. Et le cocher était le conducteur de cette voiture. Alors depuis l'origine, la métaphore est limpide. Le coach fait avancer, accompagne, transporte vers un objectif, transporte d'un point A à un point B. C'est exactement cette idée qui a modelé la définition actuelle du mot coach. Alors gardez bien cette image en tête. Elle va nous accompagner tout au long du cours et même du cursus. Pour comprendre comment ce sens s'est ensuite transformé, parfois enrichi, parfois dénaturé, revenons à la source. L'usage du mot apparaît pour la première fois au XIXe siècle en Angleterre. À cette époque, il désignait un tuteur ou un entraîneur qui préparait les étudiants à leurs examens académiques. Et le sens,
s'est progressivement étendu dans le monde sportif, universitaire, notamment à Oxford et à Cambridge, où le terme a été adopté pour désigner la personne qui accompagnait et entraînait les athlètes, en particulier dans des disciplines comme l'aviron et le cricket. C'est donc en Angleterre, d'abord hors du sport, puis dans le sport, que le terme a commencé à se rapprocher du sens moderne de coach que nous connaissons aujourd'hui. Le coach sportif individuel, bien entendu, accompagne individuellement un ou plusieurs sportifs. Il transmet techniques, tactiques et stratégies, corrige les gestes, motive, pousse à se dépasser, prépare mentalement à la compétition, aide à maintenir un cap. Dans le sport de haut niveau, la relation entre le coach et l'athlète n'est jamais neutre. Elle est faite d'exigence, de lucidité et d'intention. Le coach n'est pas là pour plaire. Il est là pour faire progresser. Et cette dynamique, on la retrouve dans de nombreuses formes de coaching aujourd'hui. Le coach sportif d'équipe, quant à lui, coach d'abord collectivement l'équipe et, si nécessaire, individuellement chaque joueur. Il est manager de son effectif. C'est lui qui décidera de la composition de l'équipe pour le prochain match, devra gérer les déceptions, les égos, maintenir la cohésion de groupe, maintenir l'engagement de ceux qui ne joueront pas ou joueront peu pour les moments où l'on aura besoin d'eux. C'est lui qui décide la stratégie et les tactiques appliquées, et il est généralement tenu pour premier responsable des résultats de l'équipe. Bref, il jongle en permanence avec ses différentes casquettes. Il s'adapte, il oscille, et c'est précisément ce qui fait son talent. Alors visualisez simplement un coach au bord du terrain. Et puis ensuite, visualisez-le dans le vestiaire avec son équipe. En fait, c'est exactement de ça qu'on parle. Un coach, c'est quelqu'un qui sait changer de posture au bon moment. C'est un art subtil. Et c'est ce qui le rend unique. Lorsque le coach professionnel s'est développé dans le monde de l'entreprise, qu'il s'agisse de coaching exécutif, d'équipe ou d'organisation, plusieurs organismes ont travaillé dur pour faire reconnaître le coaching comme un véritable métier, fondé sur une éthique, des compétences et des standards exigeants. Des universités ainsi que des écoles, soutenues par des organismes de recherche réputés, proposent aujourd'hui des formations reconnues, et même depuis un certain temps. Par ailleurs, des fédérations de coaching professionnel se sont créées, parmi lesquelles les plus connues sont l'ICF et le MCC, et auxquelles de nombreuses formations ainsi que de nombreux coachs sont désormais affiliés. L'ICF propose la définition suivante. Le coaching est un partenariat entre un coach et un client, dans un processus créatif et stimulant qui inspire le client à maximiser son potentiel personnel et professionnel. Le MCC, pour sa part, met l'accent sur un accompagnement réflexif visant le développement de l'autonomie du client. Ces acteurs ont joué un rôle essentiel pour professionnaliser le secteur et ils se sont alignés sur une vision commune du coaching. Un coaching en position basse, centré sur l'écoute, la maïeutique et la non-directivité. Alors la maïeutique est un mot grec qui décrit l'art d'aider une personne à faire accoucher ses propres idées. Plutôt que d'apporter la réponse, le praticien pose des questions, reformule, aide à clarifier et à faire surgir la solution chez l'autre. C'est une méthode d'accompagnement basée sur l'écoute active et la facilitation du raisonnement. Ces organisations ont beaucoup insisté sur la différence entre la position basse du coach et la position haute du consultant. Sans doute pour bien marquer le territoire du coaching professionnel, surtout au départ. Elles ont donc présenté le coach comme quelqu'un qui devrait systématiquement adopter
une position dite basse solution et le consultant comme quelqu'un qui serait toujours en position haute solution. Au départ, ça permettait vraiment de clarifier les rôles, mais avec le temps, cette distinction est devenue presque un dogme. Alors justement, de quoi parle-t-on vraiment quand on utilise les termes position haute et position basse? La position haute désigne une posture relationnelle dans laquelle une personne se place en situation de savoir, de pouvoir, d'autorité ou de légitimité supérieure sur un plan donné. La position basse, contrairement, est une posture où l'on se place dans une attitude de non-savoir, d'écoute, d'accueil, de curiosité, voire d'humilité par rapport à l'autre ou à la situation. Sur le papier, ces deux postures semblent très claires, mais dans la vraie vie, c'est une vraie gymnastique, et c'est une gymnastique beaucoup plus fine qu'il n'y paraît. Alors dans les écoles de coaching professionnel, on enseigne qu'un bon coach sait alterner avec fluidité entre les deux postures en fonction du besoin du moment. Position haute sur le cadre et le processus, position basse sur le contenu et les solutions. Et elles disent qu'il ne devrait jamais être en position haute sur le contenu et les solutions. Vous me suivez toujours? Je sais que là c'est un petit peu compliqué. Je vais récapituler pour bien éclaircir les choses. Donc pour le coach, pas de position haute sur les solutions, il adopte une position basse sur les solutions. Pourquoi? Parce que le sachant sur les solutions, c'est le coaché, pas le coach. Par contre, position haute sur le cadre et le processus de coaching, parce que dans ce cas, le sachant, c'est le coach. Vous me suivez? Alors on confond trop souvent d'ailleurs la position basse sur les solutions avec une forme d'angélisme. Alors attention, ce n'est pas du tout le cas. Pareillement, de la même façon, la bienveillance n'a rien à voir non plus avec l'angélisme. Sur le cadre comme sur le processus, le coach peut être très directif. Nous verrons aussi, dans les prochains cours, comment il peut chercher à déstabiliser les croyances indésirables. Et vous verrez, c'est vraiment un sujet passionnant. Le coach maîtrise le cadre, le processus et les outils qui vont permettre au coaché de faire émerger ses propres solutions. Une des raisons majeures pour laquelle les écoles interdisent, au départ en tout cas, la position haute solution, c'est que les deux positions ne peuvent pas exister en même temps. Vous l'aurez compris, la position haute éclipse automatiquement la position basse. Une autre raison, et nous le verrons aussi dans les cours suivants, c'est que la position basse est extrêmement puissante, efficace. Et quand on débute, on peut être tenté de l'éteindre trop vite, en pensant aider, en amenant la solution. Je me souviens d'un leader que j'accompagnais et persuadé qu'il devait sauver ses équipes en leur donnant toutes les réponses. Eh bien, le jour où il a posé une vraie question, une seule, son équipe a produit en 15 minutes une solution qu'il cherchait depuis quasiment 3 semaines. C'est ça, la puissance de la position basse. Le problème, c'est que cette définition ne correspond pas du tout à la perception du coaching dans l'inconscient collectif. Et du coup, elle ne correspond pas à la demande de départ. Le coach sportif, la référence donc, mélange depuis toujours la position haute solution et la position basse solution. Quand il enseigne, dirige, décide, c'est une position haute solution. Et en sport collectif, il est même considéré comme le premier responsable du résultat. Alors, à tort ou à raison? Eh bien, nous en débattrons lors du cours de philosophie stoïcienne. En plus d'être coach professionnel, je suis aussi consultant en organisation, coach agile et coach OKR. Pour aller plus loin et comprendre comment un coach s'ajuste réellement au terrain, je vais vous exposer la situation très concrète du coach agile.
Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'agilité, pas de panique. Retenez simplement que tout ça, ce n'est pas simplement du jargon, c'est juste une manière de travailler qui est plus humaine et plus efficace. Pour situer rapidement l'agilité, il s'agit d'une approche née de l'informatique, mais qui s'est depuis étendue à de nombreux autres domaines dans l'entreprise. Elle repose en fait sur 4 valeurs clés. D'abord, donner la priorité aux individus et à leurs interactions. Puis, se concentrer sur les produits et les services concrets. Collaborer étroitement avec le client et puis s'adapter en continu aux changements. Concrètement, l'agilité aide les équipes et les organisations à s'ajuster rapidement, à créer de la valeur en continu, à apprendre en marchant et à mieux travailler ensemble. Et tout cela pour la satisfaction du client final. Pour cela, elle définit des rôles, des processus, des événements, des artefacts. Et d'après Lisa Atkins, une référence dans le domaine, un coach agile peut porter plusieurs casquettes selon le contexte. Il peut être formateur, mentor, coach, facilitateur, catalyseur de performance et de transformation. Ces casquettes sont adoptées en fonction du besoin du moment. Le coach agile est en position haute solution lorsqu'il détient l'expertise et qu'il doit la transmettre. C'est le cas lorsqu'il est formateur et mentor. En position basse solution, lorsqu'il accompagne le coaché pour faire émerger sa propre solution. Donc, quand il est coach, facilitateur, catalyseur. Et si l'on y regarde de plus près, le coach agile ressemble beaucoup en fait au coach sportif. Dans son domaine, c'est un expert du jeu. C'est un expert du jeu agile. Et ses postures sont plus proches de celles d'un coach sportif que de celles définies par les écoles de coaching professionnelles. Alors je vais vous donner mon avis personnel, et je sais qu'il n'est généralement pas partagé par la profession du coaching professionnel, et pourtant qu'il l'est dans l'inconscient collectif. Il y a de grands coachs en posture essentiellement basse, ça va faire plaisir aux écoles. Mais il y a aussi de grands coachs en posture essentiellement haute. Et puis, il y a de grands coachs dont le plus grand talent est de jongler avec les deux positions. Bien entendu, les deux positions, comme nous l'avons dit précédemment, ne pouvant coexister, ces derniers savent exactement quand et pourquoi ils les choisissent. Et c'est là leur grand talent. Alors, je vais vous proposer, pour un petit peu commencer à ancrer tout ça, 2 petits exercices. Premièrement, je vais vous demander de me citer un coach reconnu dans chacune des catégories mentionnées précédemment. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ma classification, je parle plutôt de posture pour les coachs essentiellement en posture basse ou en posture haute, et je parle de position pour les coachs dont le plus grand talent est de jongler avec les deux positions. Alors à votre avis, pourquoi je fais cette distinction? Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, laissez vos réponses en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous commenter respectivement, et s'il vous plaît, avec bienveillance. Je ne manquerai pas de vous commenter à mon tour. Vous aussi, à partir de cette formation, vous serez amené à identifier et dans une certaine mesure à choisir quel coach vous allez devenir, en fonction de votre nature, de votre développement. Et puis dans quel cadre allez-vous exercer le coaching? En faisant votre métier principal, ou alors en l'intégrant dans votre fonction actuelle, ou dans une fonction future? Une fois formé, dirigeant, entrepreneur, vous pourriez intégrer le coaching dans vos fonctions en vous définissant leader coach. Manager, en vous définissant manager coach. Consultant, consultant coach. Alors justement, intéressons-nous au leader. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce que le leadership? Alors au-delà de la définition première qui
désigne la fonction, la position dominante, hiérarchique. Le leadership désigne une forme de charisme naturel dont sont dotées certaines personnes. Il provient à la fois de leur qualité, de leurs compétences et de leur savoir-être. Et le charisme, c'est cette capacité à attirer, inspirer et fédérer naturellement. Un leader n'est pas seulement celui qui détient un titre ou une position hiérarchique. C'est celui qui fait adhérer, motiver et mobiliser les autres par son action, son exemple et sa vision. John C. Maxwell, un pasteur américain et auteur conférencier très réputé dans le domaine du leadership, disait « Le leadership n'est pas une question de titre, mais de comportement et d'impact sur les autres. » En intégrant les compétences du coaching à celles du dirigeant ou du leader, nous donnons naissance au leader coach. Le leader coach fait grandir son organisation, ses équipes et ses collaborateurs naturellement. Et c'est pour ça qu'on le suit. Les compétences du coaching vont permettre au leader de faire émerger la meilleure version de lui-même en se formant au coaching et dans le cadre de la formation, en vivant lui-même le coaching en tant que coaché. Il se transforme, il grandit et il engage un véritable développement personnel et professionnel. Ça va lui permettre aussi de maîtriser le cadre et les processus qui favorisent le développement des personnes, des autres, des équipes et de l'ensemble de son organisation au mieux de leur potentiel. Et puis de faire naître chez chacun un sentiment d'appartenance fort, la conviction d'être un acteur essentiel d'une success story et d'être reconnu pour cela. Le leader coach ne se contente pas de gérer ou de diriger. Il accompagne, il inspire et développe les autres, tout en maintenant un haut niveau d'exigence et de performance. Son leadership est charismatique car il attire par sa congruence et son impact positif. La congruence, c'est le fait d'être aligné et cohérent dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait et dans ce que l'on ressent. Un individu charismatique crée un effet d'adhésion spontanée. On le suit non pas parce qu'on y est obligé, mais parce que sa vision, son énergie et sa présence donnent envie de le suivre. Alors, vous le savez, il existe énormément de formes différentes de charisme. Le charisme ne se limite pas à l'apparence ou à la force de persuasion. Il est aussi souvent lié à la congruence, la confiance en soi et la capacité à écouter et comprendre les autres. L'influence du leader coach est inspirante, car elle repose sur le respect et la confiance et pas seulement sur la seule autorité. Son action est impactante car elle transforme réellement les individus et l'organisation. Et de façon similaire, en intégrant les compétences du coaching à celles du manager, on va créer ce qu'on appelle le manager coach. Alors rappelez-vous comment nous avons défini le coach sportif d'équipe. Eh bien, je dirais que dans le monde du travail, le manager coach est certainement celui qui s'en rapproche le plus. Et dans le sport collectif d'aujourd'hui, le coach n'est d'ailleurs plus seulement un coach. On le nomme souvent manager. Et il est donc, selon la définition que nous venons d'établir, lui aussi un véritable manager coach. Et le consultant alors? Eh bien, en intégrant les compétences du coaching, vous l'aurez deviné, le consultant devient un consultant coach. Et on peut même lancer un petit slogan, le consultant coach est le consultant de demain que les entreprises recherchent dès aujourd'hui. Au-delà de la petite blague, les entreprises sont devenues matures sur le consulting. Elles savent désormais que le consultant ne détient pas toutes les réponses. Et au contraire, elles savent que sur de nombreux sujets, ce sont elles qui possèdent une grande partie des meilleures solutions, notamment quand on touche à la culture d'entreprise, à l'ADN de l'entreprise,
au mode de fonctionnement. Alors ce qu'elles attendent désormais du consultant, c'est qu'il ne soit plus systématiquement en position haute solution, mais qu'il maîtrise lui aussi la position basse solution et la position haute sur le cadre et le processus afin de co-construire les meilleures solutions. Bien entendu, les compétences du coaching peuvent s'intégrer à d'autres fonctions et d'autres domaines. Et là, je dirais, à vous de jouer votre partition. Alors bravo, vous venez d'intégrer beaucoup de choses et il va bientôt être l'heure de conclure. Vous pouvez respirer un instant. Je vous propose de terminer ce cours par un petit résumé en musique. Vous verrez, c'est divertissant et ça vous aidera vraiment à ancrer ce cours. Merci d'avoir suivi ce premier cours. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous accompagnera dans votre propre cheminement. Si cette démarche vous parle et que vous souhaitez avancer avec nous, vous pouvez vous abonner pour recevoir naturellement les prochains cours. Et si quelque chose a résonné pour vous ou si vous souhaitez partager vos réflexions, je vous lirai avec attention, c'est toujours un plaisir de vous lire. Comme promis, pour conclure, je vous propose de finir ce cours sur un petit résumé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.